Merci de votre fidélité. Bonsoir, bienvenue. À la date du 20 août dernier, plus de 600 milliards de francs CFA ont été dépensés dans le cadre du plan de résilience économique. Le comité de suivi force Covid-19 a fait le point sur ses appuis ce jeudi lors d'une rencontre avec la société civile. Depuis Paris, Macky Sall a déclaré que le Sénégal compte 250 entreprises avec plus de 30 000 emplois créés. Devant le mouvement des entreprises de France, MEDEF, le président sénégalais a évoqué les conséquences désastreuses de la crise sanitaire avant de relancer le débat sur l'annulation de la dette africaine. Ailleurs, à Guédiawaye, la mer s'engouffre dans les terres. Face à l'urgence d'agir, les services des eaux et forêts vont planter des cocotiers et des fils à eau pour contenir justement l'avancée rapide de la mer. Et enfin, le reportage Tamkharit de ce soir. Bintaba nous replonge dans l'époque où tout le quartier se partageait la viande de bœuf pour Ashura. Le tang-tang, c'est à suivre dans cette édition. Tout de suite, le développement. À la une donc, ces 624 milliards de francs CFA dépensés dans le cadre du plan de résilience économique. Le président du comité de suivi force Covid-19, le général François Ndiaye, a fait l'annonce aujourd'hui. C'était lors d'une réunion avec la société civile. Le compte-rendu est signé Pape Ibrahim Ndiaye et Moustapha Gueye. Après avoir effectué une tournée dans les 14 régions du pays, le comité de suivi force Covid-19 a fait le point devant les représentants de la société civile sénégalaise. Un parcours dans les zones reculées du pays et des données recueillies auprès des ministères qui ont permis de faire le compte au plan financier. Au plan financier, à la date du 20 août, je pense que vous avez un point du plan financier dans les documents qui ont été servis. Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale s'élèvent à 624,85 milliards de francs CFA. Il convient de préciser ici que le programme affiche un montant de 628,4 milliards de dépenses décaissables. Autrement dit, contrairement à la perception populaire, ce n'est pas 1000 milliards en argent frais et disponible. Toutefois, il y a certaines mesures du programme qui tardent à être mises en œuvre compte tenu de leur complexité. La subvention fiscale, les retenues d'impôts, les remises de dettes, etc., etc. Le financement également des entreprises à hauteur de 200 milliards. Je vais peut-être terminer par le budget du comité. Comme nous parlons de transparence ici, le budget semestriel du comité s'élève à 191 600 000 francs. Et il est dans le site du ministère des Finances que vous pouvez consulter. Il a été dépensé avec parcimonie, pour ne pas dire avec vraiment beaucoup de retenues militaires, parce qu'à la date du 20 août 2020, les dépenses effectuées ne s'élèvent qu'à 73 millions. Devant la société civile, le général François Ndiaye a tenu à rassurer par rapport à l'engagement de son équipe. Les organisations saluent ses efforts, mais ces acteurs n'ont pas manqué de formuler des recommandations. Nous avons estimé que c'est un comité qui ne devrait pas avoir un porte-parole émanant de la présidence. À notre humble avis, c'est ça le ressenti des Sénégalais, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la confusion entre les statuts des personnes qui parlent. L'idéal aurait été que celui qui porte la parole de ce comité-là soit une personnalité neutre ou indépendante. Le deuxième point, c'est surtout lié à ce que la presse a révélé ces derniers temps, et un des membres du comité a révélé que partout où ils sont allés, on leur a donné les pièces justificatives des dépenses au niveau de tous les ministères concernés, sauf au niveau d'un seul ministère, celui du développement communautaire. Nous avons pensé que le comité doit nous édifier sur la question et ne pas seulement se fier à la presse. C'est donc, nous avons tapé à la porte à laquelle il faut taper et avoir des informations pour édifier le pourquoi d'un tel comportement. La deuxième chose que nous avons abordée également avec le comité, c'est le moyen d'appui. Aujourd'hui, on a utilisé
le canal de la distribution alimentaire à côté d'autres canaux qui existent, comme le transfert d'argent. Nous pensons que le comité doit capitaliser de cette expérience. Rien ne nous dit que le transfert est mieux. Au cours de cette rencontre, le comité Force Covid-19 a exposé les points forts et faibles du plan de résilience économique et en a profité pour se prononcer sur certaines questions polémiques. Mais pour le général François Ndiaye, il faut se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, au moment où la clameur populaire et les réseaux sociaux charrient quelquefois des rumeurs, il ne faut surtout pas se laisser divertir et être à la hauteur des attentes en évitant certains comportements déviants. Ainsi, les membres du comité sont attendus, non pas sur des polémiques partisanes et des querelles byzantines qui ne privilégient pas l'intérêt général, mais plutôt sur leur capacité d'écoute et de concertation. Face au comité, les représentants de la société civile n'ont pas raté l'occasion de souligner certains manquements, notamment sur un probable refus du ministère du Développement communautaire de livrer les pièces justificatives de ces dépenses. Le comité précise qu'à l'heure actuelle, tous les départements ministériels ont répondu favorablement aux requêtes du comité Force Covid-19. À l'occasion de cette réunion, le président de l'Association des maires du Sénégal a lancé une alerte sur la situation financière des collectivités locales. Aliou Sall craint un traumatisme financier. Il souhaite donc que le plan de résilience économique tienne compte des besoins des collectivités locales. Des propos recueillis par Pape Ibrahima Ndiaye. C'est difficile aujourd'hui d'avancer en chiffres, mais disons que le président de la République, en prenant une ordonnance permettant aux collectivités territoriales de faire des virements de crédit qui étaient prévus auparavant pour d'autres types de dépenses, de les virer vers les dépenses Covid, le chef de l'État a permis aux collectivités territoriales d'affecter plus de la moitié de leurs ressources de fonctionnement à la lutte contre le Covid. Cela a beaucoup participé à la résilience de la population, mais cela a des conséquences aussi, il faut le dire, dans la stabilité financière des collectivités territoriales qui ont subi l'impact négatif financier comme toutes les entités économiques. Vous voyez-vous, la collecte des impôts et des taxes a connu vraiment un frein dans les différentes collectivités territoriales, menaçant du coup l'autonomie de ces collectivités territoriales au plan financier. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, mais le dernier trimestre de l'année risque d'être un trimestre de traumatisme financier pour les collectivités territoriales qui, comme je l'ai dit, ont déjà consacré l'essentiel de leurs ressources à la force Covid. Les élus continueront de faire des efforts dans ce sens, mais il est important que la spécificité liée à ces collectivités territoriales soit prise en compte dans la distribution de ressources financières que l'État est en train d'opérer. Il y a 250 entreprises au Sénégal et plus de 30 000 emplois créés. Macky Sall a souligné dans son discours ce matin face au MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Le président sénégalais a également évoqué la pandémie, ses conséquences ainsi que toutes les actions entreprises au Sénégal pour lutter contre la crise sanitaire mondiale. Macky Sall a également profité de l'occasion pour réitérer son appel pour l'annulation de la dette publique africaine. Le récit de Pape Alioune Sarr. Si vous n'avez pas les chiffres de la présence des entreprises françaises au Sénégal, le président de la République présent en France vous les donne. Elles sont au nombre de 250 au pays de la Teranga et ont créé 30 000 emplois, 120 employés pour chaque entreprise. Si on se fie à la moyenne entre le Sénégal et la France, l'histoire et la langue constituent un pont certes, mais comment oublier l'économie? Celle sénégalaise est fortement frappée par la crise sanitaire. Alors l'invité d'honneur des universités d'été du MEDEF incite les pays européens à l'allègement de la dette publique africaine qui ne représente que 2% du volume mondial. La raison est simple, l'infiniment petit, selon Simon, jette les chiffres macroéconomiques dans une marée rouge. D'après les estimations, le taux de croissance économique passerait de plus de 6% à 1% presque, une chute vertigineuse. Pas la peine de demander si la fièvre monte, elle est même inquiétante. L'économie du Sénégal, mise en quarantaine donc par le coronavirus, comment la déconfiner? Une grande question au cœur du discours du président de la République.
République. Mais le Sénégal essaie de résister face à cette crise. Plus de 550 milliards de francs CFA ont été dépensés dans le cadre d'un programme de résilience économique et sociale selon Macky Sall. Une bouffée d'oxygène pour beaucoup de secteurs. Le système sanitaire est en première ligne. Déjà au mois de septembre prochain, le président de la République envisage d'adopter le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Oui, Macky Sall veut accélérer la cadence pour assurer la souveraineté alimentaire, mais aussi pharmaceutique. Un financement de plus de 22 milliards d'euros est attendu du secteur privé local et étranger. À l'étranger, le président dessine une belle carte de l'Afrique pour attirer les investisseurs, poser un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains, a dit le président de la République, un message destiné à ses interlocuteurs, les investisseurs. De votre attachement au Sénégal et à l'Afrique. Et le spécialiste en relations internationales Alpha Wali Diallo qui déclare que le Sénégal doit tirer profit de la pandémie pour relancer sa diplomatie. Il est aussi convaincu que notre pays a un rôle de leader à jouer dans la sous-région. Nous l'écoutons. La Covid replace le Sénégal dans l'orbite diplomatique. On a vu dernièrement le dernier sommet de la CEDEAO. Si ce n'était pas en coulisses le positionnement du président Macky Sall, on aurait fait des erreurs catastrophiques. Parce que quand même, je dis que devant le genre de problème auquel est confrontés nos frères maliens, il faut de l'humilité, de la compassion, c'est-à-dire ne pas imposer un rapport de force. Il y a certains présidents qui ont voulu en faire un problème personnel, crypto-personnel, essayer de nous embarquer, comme dans le cas de l'écho, essayer de nous embarquer dans des choix qui ne sont pas des choix communautaires, qui obéissent à des démarches de positionnement crypto-personnel. On doit arrêter ça. Solidarité avec les États africains pour vaincre ensemble la pandémie. Regardez. Donc, au plan géopolitique, avec la coopération qu'on a, en général, ici, on travaille beaucoup par cercle concentrique. On regarde d'abord autour de nous, au niveau sous-régional, au niveau régional de l'Union africaine et au niveau également international. Il y a des ponts, bien entendu, à jeter. Et vous avez vu que jusqu'à présent, il y a eu des idées qui sont parties du gouvernement sénégalais ou de la société civile sénégalaise ou des partenaires sénégalais que nous avons ici. Et on a eu la possibilité d'entendre des idées nouvelles, que chaque fois qu'il y a un Zoom, une vidéoconférence, le chef de l'État avance par rapport à ses autres pairs, et ses autres pairs acceptent d'ailleurs cela. Et c'est un leadership, c'est une position de leadership. L'actualité ce jeudi, c'est aussi ces récents scandales fonciers qui ont relancé les plaidoyers pour l'adoption du projet de loi sur la protection du littoral. Plusieurs voix estiment que ce texte pourra définitivement résoudre la problématique du bradage du littoral à Damassar. Les textes juridiques et réglementaires sur la loi et le décret d'application sur le littoral sont réactivés. Ce projet de loi initié depuis 2011 est ressuscité par les derniers événements qui se sont déroulés sur le littoral. L'objectif de cet atelier est de partager les textes juridiques et réglementaires, donc la loi et le décret d'application sur le littoral. Et comme vous le savez, bon, c'est un processus qu'on a commencé depuis 2011, bon, qui a été un peu en retard sur certaines dispositions parce que le consensus n'est pas très facile sur cette. Donc c'est avec aussi les récents événements qu'il y a eu sur le littoral qu'on a repris ce dossier-là vraiment pour sortir en rapport avec donc, tous les ministères concernés civils, faire en sorte d'avoir un consensus sur une gestion intégrée du littoral. Et cette gestion intégrée donc, du littoral va avoir son texte validé aujourd'hui et soumis aux autorités pour approbation. Ce projet de loi pour Pape Nyambaye, président de la Commission du développement durable et de la transition écologique, doit faire l'objet de consensus à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale attend ce projet pour que la représentation nationale puisse
examiner ce projet en commission technique où tous les députés, l'ensemble des bords politiques confondus, auront au moins un consensus par rapport à un élément qui n'est pas politique. Parce que ça dépend de la vie des personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que ce point d'orgue qu'est l'environnement qui ne nécessite même pas de convaincre Pierre, Paul ou Jacques. C'est pourquoi ce projet de loi est salué par les partenaires techniques du Sénégal. Moi, je vois que la loi littorale est nécessaire pour le Sénégal, pour tout pays qui est à la quête de l'émergence, comme le Sénégal. Il doit se doter de tous les moyens qui doivent accompagner le développement. Et je pense que la loi du littoral, ça constituera un code pour orienter les investissements d'abord dans ce littoral, les sécuriser parce que les investisseurs ont besoin d'avoir une protection, mais aussi protéger la communauté, protéger l'environnement, protéger la biodiversité, protéger les espaces et permettre à tout le public d'accéder à un bien public. Le littoral a toujours fait l'objet de beaucoup de convoitises. Ce projet de loi sur le littoral arrive donc à son heure. Adama Sarr, en attendant l'adoption de ce projet de loi qui devrait protéger le littoral, d'autres initiatives entrent en jeu. Le service des eaux et forêts de Guédiawaye a décidé de planter des cocotiers et des filaos face à l'avancée de la mer. Les précisions du capitaine Daouda Bodjan, chef du service des eaux et forêts de Guédiawaye. Le rôle déjà de cette activité qui entre dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, c'est d'abord de participer de façon efficiente à la campagne nationale de reboisement, mais aussi de contribuer à changer le décor ou le visage de ce littoral. On voudrait que ça réussisse bien et qu'on puisse changer le visage de ce littoral. Et pour cela, on a utilisé des espèces d'abord adaptées. Le cocotier est très adapté pour d'abord l'aspect écologique parce que c'est un milieu qui n'est pas facile, un milieu hostile. Donc ce n'est pas toute espèce qui peut se développer ici. Le cocotier fait partie des rares espèces qui peuvent effectivement se développer, croître ici. Ensuite, le cocotier, il a un rôle de décoration. Donc il permet de changer le visage d'un cadre vraiment attrayant, l'aspect qui est là, qui semble être un peu hostile. L'autre rôle de l'espèce filao, c'est surtout la protection et la fixation des dunes. Et vous avez la VDN 3 qui est là, qui est une infrastructure dédiée par l'État du Sénégal. Donc il va y protéger. Il faut la protéger contre l'ensablement. Et ces protections, ces plantations procèdent à ce défi qui est la protection aussi de la VDN. Au total, 10 hectares de terre vont être reboisés dans 4 communes de Guédiawaye. Il s'agit de Wakhinane Nimzatt, Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye et Yeumbeul Nord. Mamadou Lamine Fati pour les détails. Un projet pour lutter contre l'avancée de la mer dans un contexte où l'on parle de déforestation et de bradage du littoral. C'est de reboiser le littoral nord des 4 communes sur le littoral de Guédiawaye et Pikine. On est en Ndiarème Limamoulaye, c'est la dernière commune qu'on est en train de reboiser après avoir fait Yeumbeul, Sam Notaire et Wakhinane Nimzatt. En fait, l'objectif du projet COPAS, c'est un projet financé par l'Union européenne, c'est de reboiser 10 hectares tout au long du littoral nord. En fait, on envisage un suivi assez rapproché de 3 fois par semaine. Une fois seront les eaux et forêts à suivre ces parcelles, une fois l'équipe de la ville de Guédiawaye et une fois le comité des communes. Tout projet nécessite un suivi. Les populations riveraines du littoral s'engagent. D'abord, ça sera une stratégie basée sur la participation, c'est-à-dire faire de telle sorte que les populations s'approprient à travers une bonne communication du projet, mais aussi par rapport à un engagement citoyen que tout un chacun se fera en quelque sorte la violence de pouvoir respecter en quelque sorte le calendrier d'arrosage qui a été fixé. Durant ce projet, la mairie de Ndiarème Limamoulaye compte jouer un rôle important en mettant à la disposition des acteurs des moyens pour le suivi. Ça sera en termes de renforcement de capacité par rapport aux acteurs tous qui interviennent dans le projet.
Ça par rapport à un appui matériel, par rapport aux outils qui sont utilisés dans ce projet-là, et aussi en même temps par rapport au fonctionnement du site et dans le cadre aussi de la sécurité. En même temps aussi avec les volontaires de la commune, comme vous le savez, tous les acteurs en tout cas, derrière la côte locale, on va s'engager par rapport au site. Pendant 2 ans, le projet Ecopass, en collaboration avec les autorités locales et la population, va reboiser plus de 10 hectares dans les communes de Wakhinane Nimzatt, de Ndiarème Limamoulaye et de Yeumbeul Nord. Une manière pour ce projet de participer à la lutte contre l'avancée de la mer. Merci Mamadou Lamine Fati. Parlons à présent de cette grogne des commerçants. Ils sont en colère contre leur ministre de tutelle. Ils dénoncent un silence coupable face aux nombreuses difficultés dans les marchés du pays. D'autres revendications portées par la secrétaire administrative de l'association des commerçants et délégués de marché, oui, Annie Diouf. Parler de modernisation, c'est très facile. Mais moderniser quand même, c'est pas aussi facile. Moderniser, c'est un processus. Mais un processus aussi doit être démarré avec les concernés. Parce que si on reçoit des gens qui disent que nous pouvons moderniser les marchés, alors qu'ils ne connaissent pas les réalités des marchés, s'ils ne s'approchent pas des délégués qui sont les dirigeants des acteurs qui sont dans les marchés, pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir échanger avec eux, pour savoir quel est le réel problème, quels sont les réels problèmes. Je crois que moderniser des marchés, c'est un peu dire l'État quand même a le droit de venir écraser un marché. Vous voyez, dire que je vais moderniser, mais si on marche un peu, il y aura toujours un blocage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une concertation inclusive. Il faut qu'il y ait des concertations inclusives. Actuellement, nous avons aussi les difficultés avec nos autorités locales. Parce que quand on dit qu'il faut fermer les marchés tous les dimanches, que les commerçants restent chez eux pour qu'on nettoie les marchés, alors que rien n'en est. Ils n'ont rien fait pour cet entretien des marchés. Alors mieux vaut laisser les gens donc travailler les dimanches. Ceux qui veulent travailler, ceux qui ne peuvent pas restent chez eux. Mais nous n'allons pas aussi accepter qu'on nous empêche de travailler les dimanches alors que les engagements qui ont été pris ne peuvent pas être respectés. Mais nous n'avons pas senti notre ministre à notre côté. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous lui avons adressé des correspondances pour lui demander de nous recevoir. Donc je crois quand même qu'il y a un minimum de respect qu'il fallait avoir. Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba en CRD ce jeudi. Un grand changement est attendu au mois d'octobre prochain. À noter également la célébration du 18 Safar dans moins de 10 jours. Gorandaklo Tchernofaï pour l'essentiel de ce CRD qui s'est tenu à Diourbel. En prélude du Grand Magal de Touba, le comité d'organisation a tenu un comité régional de développement à la gouvernance de Diourbel en présence des autorités administratives locales. Le porte-parole du calife général des Mourides se veut clair. Le 18 Safar est un jour spécial pour la communauté musulmane. C'est un jour de prière et de recueillement, raison pour laquelle feu Serigne Abdul Ahad Mbacké disait que le 18 Safar symbolise notre indépendance. Concernant l'organisation des symposiums, Charbas Abdul Khadr annonce des innovations. Cette année, le colloque international qu'on organisait tous les 4 ans aura lieu, mais nous allons utiliser des nouvelles technologies pour permettre aux nombreux participants à suivre cette rencontre internationale. Un magal célébré dans un contexte de pandémie, d'où l'invite du porte-parole aux fidèles à suivre les mesures édictées par les services sanitaires. Le calife a toujours montré la bonne voie aux fidèles. D'ailleurs, il n'a pas cessé d'utiliser les masques depuis le début de la pandémie. Donc, il a toujours exhorté aux talibés de suivre les mesures barrières. Le calife profite de l'occasion pour inviter toute la communauté mouride à participer massivement à la lutte contre le coronavirus. À Diourbel, le comité d'organisation du Grand Magal rassure et annonce que tous les dispositifs seront pris pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.
Merci Gorenda Chloé. Toutes nos excuses pour le reportage Tamkharit de ce soir. Bintaba qui devait nous parler du tong tong, une pratique qui consiste à partager de la viande entre voisins. Vous l'aurez sans doute dans nos éditions de demain. Et demain justement et le reste du week-end, vous serez avec Oussama Monique Sagna. À suivre tout de suite la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Djaraté. Bonsoir.